L'ambiance est bizarre après ce Grand Prix de Monaco. La F1 entre dans une nouvelle ère et c'est à Barcelone que la saison 1994 va prendre un tout autre tournant. 1994, c'est la bascule, l'année où la Formule 1 s'est transformée brutalement. Une saison qui voyait l'une des plus grandes légendes partir tragiquement et de nouveaux visages prendre les devants. Entre drames, révélations, polémiques et retours historiques, la F1 disait adieu au passé et changeait d'air. Bienvenue dans 1994, la bascule. Dès le lendemain du Grand Prix de Monaco, pilotes, ingénieurs et patrons d'équipe se sont réunis pour discuter, ensemble, des nouvelles réformes imposées par la FIA. Si la F1 doit réagir après de tels événements, se remettre en question pour de nouveau aller de l'avant, il est difficile de croire que toutes les têtes pensantes soient d'accord sur tous les points. Si tous admettent qu'il faut changer les choses, tout le monde tire la corde vers soi pour en sortir grandi. Mais clairement, avec toutes ces réformes imposées par la FIA et Max Mosley, dont les premières entrent en vigueur dès l'Espagne, la hiérarchie peut être bouleversée et naturellement, ceux qui ont le plus à perdre, c'est Benetton. Ça ne diminuera pas les capacités de la Benetton Ford? Non, je ne pense pas, parce que c'est pour tout le monde la même chose. Je ne pense pas. Bon, est-ce que vous avez le temps de faire beaucoup pour le Grand Prix d'Espagne? Oui, les ingénieurs pensent qu'on peut faire un bon travail, mais maintenant les ingénieurs font communiquer à la FISA, ils font lettre à la FISA. Et je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde va à Barcelone. Mais vous avez donné votre accord, les propriétaires et les patrons d'écurie, vous avez donné votre accord à tous les ingénieurs? Oui. Benetton, dont la polémique d'Aïda sur la légalité, a été mise au second plan suite aux récents événements. Parmi les mesures qui entrent en action à Barcelone, il y a beaucoup d'ajustements aérodynamiques. Sur l'aileron avant, cet appendice ne doit pas excéder 35 cm en amont de l'axe des roues avant, et ses dérives sont rehaussées de 10 mm. Les anti-vortex sont interdits, et surtout, le plus gros souci pour les ingénieurs, ce sont les modifications qui portent sur le diffuseur qui, désormais, ne doit pas dépasser l'axe des roues arrière. Bilan, l'efficacité aérodynamique des voitures est grandement réduite. Mais concrètement, l'applicabilité dans un délai aussi court ne réjouit pas les équipes qui s'en plaignent. Et on va le voir, entre Monaco et Barcelone, il y a de lourdes conséquences. N'oublions pas qu'à Monaco, la pit lane était désormais limitée à 60 km/h et à Barcelone, des ralentisseurs à l'entrée sont ajoutés. Une mesure saine, car voir les voitures débouler à pleine vitesse au milieu des mécaniciens était vraiment impressionnant et terriblement dangereux. À l'avenir, des réformes plus strictes devront être appliquées. L'introduction de diffuseurs en escalier censé casser encore davantage les effets aérodynamiques. La suppression des boîtes à air au-dessus du cockpit pour réduire la puissance des moteurs, mais également des changements côté carburant qui seront appliqués dès le Grand Prix suivant au Canada. L'essence sera strictement issue du commerce. Puis, pour Montréal, les triangles de suspension devront être renforcés et le poids minimal augmentera de 10 kg. À vide, les voitures ne feront plus 505 mais 515 kg. Ah, ça fait envie, vu depuis 2025. Aussi, les cockpits devront être modifiés pour plus de sécurité. Plus longs avec des repose-têtes retravaillés, et ça, Sauber prend les devants dès l'Espagne. Terriblement marqué par l'accident de Karl Wendlinger, toujours plongé dans le coma à Nice et dont l'état s'améliore légèrement, l'écurie suisse fait évoluer cette partie avec des renforts conséquents signés André de Cortanze. De vrais appuis-têtes bien plus protecteurs. Et on présente ici, je crois qu'effectivement on est la seule voiture, des protections latérales pour la tête du pilote pour éviter l'intrusion, tant que faire se peut, de pièces dans l'habitacle et pour protéger les excès de déplacement de la tête du pilote en cas de choc latéral violent. Quand on voit ces ajustements, on se demande pourquoi la FIA n'impose pas une telle chose, car leurs réformes autour du cockpit ne sont pas aussi prononcées. Entre Monaco et l'Espagne, il n'y a que 15 jours, et durant ces 2 semaines d'intervalle, les équipes testent leurs adaptations, et les accidents se poursuivent. À Silverstone, à quelques heures de s'envoler pour la Catalogne, Lotus teste avec Pedro Lamy la 107C modifiée selon les nouveautés. Lancé à 200 km/h entre Abbey et Bridge, l'aileron arrière du Portugais se détache.
La voiture frappe le rail, décolle et atterrit dans un tunnel dédié aux spectateurs. Un accident effroyable. Encore un. L'ami a les 2 jambes brisées. Sa saison est finie. Cet accident n'est pas un cas isolé car dans la Nièvre, à Lurcy-Lévis, la Ligier de Panis a également perdu coup sur coup ses ailerons alors qu'il était lancé à 280 km/h. Par chance pour le Grenoblois, plus de peur que de mal. Gérard Ducarouge, directeur technique de l'écurie française, rend compte à son nouveau patron, Flavio Briatore, et il dénonce la hâte dans laquelle sont appliquées ces mesures. Un commentaire corrélé par d'autres ingénieurs qui expliquent ces phénomènes. La modification du diffuseur entraîne une surchauffe dans cette zone qui fragiliserait les attaches des ailerons. André de Cortanze y va de son commentaire cinglant. Si les écuries ne modifient pas les voitures, ils sont des criminels aux yeux de l'opinion publique, mais s'ils les modifient dans la précipitation, ils sont des criminels aux yeux des pilotes. Ça résume bien la situation entre être et paraître. Le fait est qu'à peine arrivé à Barcelone, le paddock est très agité et Flavio Briatore prend les devants. Le mercredi, lendemain de l'accident de l'ami, il envoie un courrier à Max Mosley en relayant les conclusions de Ducarouge. En quelques mots, avec ces changements, le risque d'accident augmente. Mais n'oublions pas quelques pics bien choisis à l'intention du président de la FIA. Incompétent, autoritaire, Mosley en prend pour son grade. Puis, Briatore se désengage de toute responsabilité concernant la sécurité de ses Benetton, ce qui a pour conséquence d'exclure les voitures du Grand Prix. Ce qui est idiot vu que les voitures sont soumises au contrôle technique de la FIA qui sont, eux, les responsables en cas de problème. Donc ça ne calme pas Briatore qui reçoit le soutien de ses homologues. Ce combat pour la sécurité devient un combat politique. We must stick to the calendar and we must stick to the degree. But if the teams unanimously come forward with an alternative proposal for any one or more of the measures that achieves the same reduction in performance or increase in safety for the driver, then if it's a reasonable suggestion, achieves the same, we'll do it. We're quite happy to do that. Now, for example, reducing the engine power, the engine manufacturers have unanimously come forward with a proposal, which I'm going to present to the World Council next week, which will reduce the engine power, but in a different way to the one we put forward. No problem. What we're looking for is the engine power. Same with the fuel. They've come forward with a very good suggestion for the fuel. The problem with the chassis people is that they're still arguing. Well, we're saying it's very, very simple. We will stick the letter of what was decided in Monaco and voted by the World Council subsequently, or you come with alternative proposals that achieve the same thing. What we will not do is back off. The only exception to that would be if somebody came along and could demonstrate to us that it would be safer to put one of those things off for a race than to insist on doing it immediately. We would look at that very seriously if it was a good argument. But fundamentally, the thing stays exactly as decided. Et en soi, quand on regarde le tableau général, ces préoccupations sont légitimes, car il faut rappeler les nombreux commentaires d'avant tous ces événements tragiques. La tenue des voitures était précaire, et Senna s'est beaucoup plaint de sa Williams FW16. Un comportement qui s'explique par les changements tardifs des règlements, avec l'interdiction de l'électronique et des aides au pilotage, alors que les monoplaces de 94 étaient conçues pour les accueillir. D'où cette nervosité. Alors certes, ça touche davantage ceux qui avaient le plus d'électronique, donc Williams, Benetton et McLaren que les autres, mais là, on leur demande de réduire encore davantage l'efficacité aérodynamique des voitures. Donc moins de stabilité, tout en conservant, pour le moment, la même puissance côté moteur. Il y a un problème. We don't want any reduction in the aerodynamics without a power reduction, because the relationship we all think is not the right anymore, and we have to bring back the relationship of power and aerodynamic. And that's what is going to happen now in the future, and that's what we were asking for. Ouais, s'il est évident qu'il fallait réagir après les décès de Ratzenberger et de Senna, et les graves accidents de Barrichello et de Wendlinger, il ne faut pas aggraver la chose. Difficile de savoir où naviguer dans la tempête. Entre alors en scène Tonton Bernard. En retrait au milieu de toute cette agitation, le président de la FOCA et vice-président de la FIA tranche et apporte une solution le vendredi matin. Il redéfinit la redistribution des forces. Les accords Concorde sont une forme de constitution qui détermine et protège les rôles de chacun des acteurs. En théorie, Mosley n'aurait pas pu obliger de telles réformes en l'absence de l'unanimité des parties prenantes. Mais comme on a vu, on ne peut pas ne rien faire, alors Eccleston réorganise ce groupe de travail composé de la FIA, des patrons d'équipe, de quelques ingénieurs, et y ajoute 2 représentants de pilotes, à savoir Gerhard Berger et Niki Lauda. Et désormais, il ne faut plus l'unanimité, mais une majorité de 80% pour que soient entérinés les changements.
En définitive, avec l'intervention d'Eccleston, Mosley perd son pouvoir et ses réformes cruciales seront donc pilotées par les ingénieurs et patrons d'équipe, plus à même de rédiger des règlements pertinents. Et là, c'est une vraie avancée. Bilan, les mesures du Canada sont repoussées à la France. Affaire à suivre. De leur côté, les pilotes agissent. À Monaco, ils ont ressuscité le GPDA. Cette association des pilotes, fondée en 1961 par Stirling Moss et Joe Bonnier, leur permet de faire contrepoids face aux instances parfois sourdes à leurs revendications et recommandations. Particulièrement précieuse lors du conflit FISA-FOCA au début de la décennie précédente, cette entité a sommeillé depuis, et après Imola, les acteurs de la piste ont décidé de la réveiller. Désormais, il y a 4 représentants. Niki Lauda et Gerhard Berger bien sûr, mais aussi Michael Schumacher et Christian Fittipaldi. Alors, le jeudi soir, à Barcelone, ils se réunissent pour parler à cœur ouvert, pendant que leurs patrons, leurs ingénieurs et les instances se disputent. En ce week-end barcelonais, un élément attire l'attention des pilotes, et ça se situe au niveau des virages 10 et 11. La chicane rapide Nissan, qui n'existe plus aujourd'hui, du moins en tant qu'échappatoire. Pour eux, les conditions de sécurité ne sont pas réunies ici et ils demandent qu'une chicane soit ajoutée. Souhait exprimé auprès de Roland Brunserad, directeur de course, et Albert Agusti, directeur du circuit de Montmelo. Il est 22h, mais Roland se penche tout de même sur ce point-là. Bilan, le vendredi, la F1 découvre une chicane formée de 2 barrières de pneus. Outre le manque d'esthétique, avec du recul, on peut questionner son efficacité sur le plan de la sécurité. En témoigne l'explication virulente entre Jean-Marie Balestre et Ayrton Senna lors du briefing du Grand Prix d'Allemagne 1991. Car sur le rapide tracé allemand où les lignes droites étaient entrecoupées de chicanes, les échappatoires voyaient se dresser en plein milieu des piles de pneus similaires à celles de Barcelone, et ces dernières ont causé beaucoup de dommages à Eric Comas. Une sacrée frayeur. Senna a donc demandé aux instances de faire quelque chose, et c'est là qu'est sortie la fameuse réplique « The best decision is my decision ». Et dès le lendemain, les pneus étaient remplacés par des cônes. Donc pas sûr que ce soit une bonne idée de voir ces pneus se dresser devant les pilotes dans une portion si rapide. Bref, voilà qui transforme le circuit de Montmelo qui accueille la Formule 1 pour la 4e fois de son histoire. Apparu en 1991, c'est un tracé très intéressant avec de belles courbes à haute et moyenne vitesse. Ce circuit met en avant les qualités intrinsèques des autos, sans oublier l'adresse et la finesse des pilotes. Un circuit difficile et très complet, avec un petit peu de relief. Avec cette chicane, les pilotes vont vite devoir s'adapter et l'entrée du stadium sera bien sûr perturbée. A priori, la Benetton devrait avoir l'avantage. Mais les choses évoluent en arrivant en Espagne. Il y a beaucoup de changements en arrivant à Barcelone. Bon, déjà, il y a le verdict quant à l'affaire de la FIA. Oui, souvenez-vous, à Monaco, la FIA était en proie à des ennuis juridiques car accusée de fraude fiscale. La justice française leur est tombée dessus, incarnée par le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy. La Fédération internationale de l'automobile, entité française basée dans les anciens locaux de l'Automobile Club de France, place de la Concorde, aurait très bien pu déménager en Suisse. Et cette idée n'a pas nécessairement plu à l'État français qui finalement a fait preuve de souplesse et finalement, l'histoire se termine bien. Top! Maintenant, tournons-nous vers les voitures et les pilotes. Il n'y aura qu'une seule Sauber sur la piste ce week-end. Wellninger est donc toujours hospitalisé et aucun remplaçant n'a été désigné par Peter. En revanche, chez Lotus, c'est Alessandro Zanardi qui revient. Lui qui a connu un grave accident quelques mois plus tôt à Spa, fait donc son retour dans les paddocks et dans une écurie qui ne voulait plus vraiment de lui en 93. Soit, le duo Herbert-Zanardi est donc reformé en 94. Tous deux vont découvrir la nouvelle 109 censée redresser la barre dans une écurie Lotus en perdition. Un 0 pointé et pas l'espoir du moindre top 6 en 4 courses. L'écurie de Peter Collins lutte pour sa survie avec une situation financière critique et la 109 est donc un espoir. Chez Simtek, l'absence de Ratzenberger laisse un grand vide dans le garage et si David Brabham était le seul représentant des violets à Monaco, il est rejoint par Andrea Montermini, vice-champion de F3000 1992. L'Italien débarque dans l'écurie de Nick Wirtz pour 2 grands prix seulement, car Jean-Marc Gounon doit arriver en France. Chez Jordan, on accueille cependant le retour de sulfureux Eddie Irvine qui vient de purger sa suspension de 3 grands prix suite au carambolage du Brésil. Au vu de tout ce qu'il s'est passé depuis, on croirait qu'Interlagos était une autre époque. Entre-temps, le Nord-Irlandais a été remplacé par Aguri Suzuki et Andrea De Cesaris, auteur d'une magnifique 4e place entre les rails de la Principauté.
Voilà qui relance l'Italien et il est en passe de rejoindre Sauber justement. Mais peut-être que le plus gros mouvement en ce Grand Prix d'Espagne, c'est le successeur d'Ayrton Senna. Frank Williams a discuté avec Heinz Harald Frentzen et Riccardo Patrese, mais aucun n'a voulu se glisser dans le baquet du regretté brésilien. L'homme de Didcot a donc décidé de titulariser son pilote essayeur, l'Écossais David Coulthard. Ce pilote à la mâchoire si caractéristique s'est brillamment illustré dans les formules de promotion. Rapide en kart, rapide en Formule Ford, rapide en F3 et rapide en F3000. Vainqueur du Grand Prix de Macao en 1991 et troisième de l'antichambre en 1993, il a disputé la première course de la saison à Silverstone et a terminé deuxième derrière Frank Lagorce. Il connaît bien la voiture vu qu'il la roule depuis l'an dernier et ne devrait pas avoir trop de difficultés à s'adapter au Grand Prix. I need to dial myself into the new car and then really just go as if what I've been doing in testing, try and be as quick as possible, as consistent as possible, and really dial myself into the circuit, into the whole atmosphere of a Grand Prix. Cela dit, moralement, remplacer Senna n'est pas anodin, du moins pour les observateurs. Âgé de 23 ans, cet Écossais a tout de même la pression, car Frank cherche à rappeler Nigel Mansell. Le champion du monde 1992 sévit désormais en IndyCar de l'autre côté de l'Atlantique. Il a même pris le titre en 1993, réalisant un doublé assez étonnant. Au Grand Prix d'Espagne, 3 courses du championnat américain se sont déjà tenues, mais c'est plus compliqué pour Moustache à cause d'une Lola en dessous des Penske. Cela dit, il a pris la pole à Surfer Paradise et a terminé sur les podiums des manches suivantes à Phoenix et Long Beach. Et dimanche soir, ce sera les 500 miles d'Indianapolis et Nigel partira 7ème. En pole position, Al Unser Jr. devant 2 anciens de la Formule 1, 2 Brésiliens, Raoul Beuzzel et Emerson Fittipaldi. Et 4ème, on retrouve le débutant canadien Jacques Villeneuve, 3ème de la Formula Atlantique en 1993. Il sera aux côtés de l'ancien pensionnaire de McLaren, Michael Andretti, reparti aux États-Unis. Notons les 9e et 11e places de Mario Andretti et Eddie Cheever. Quant à la F3000, le Grand Prix de Pau s'est tenu entre Monaco et Barcelone, et c'est Gilles de Ferrand qui s'est imposé devant Sospiri et Didier Cotta. Le Brésilien prend donc les commandes du championnat, lui qui roule pour le Paul Stewart Racing. Et en Espagne, les F3000 accompagnent les Formule 1, mais on s'est égaré, revenons à Williams. Oui, et Frank n'est pas le seul à être favorable à un retour de Mansell, car la FOCA pourrait être intéressée. En l'absence de champion du monde, avec une domination Benetton et Schumacher, et surtout avec la disparition d'Ayrton Senna, on peut s'attendre à ce que les audiences chutent et le retour d'un pilote tel que Mansell pourrait faire du bien. En tout cas, à Didcot, on vit un cauchemar. Bien sûr, toujours profondément marqué par l'accident du 1er mai, le bilan des 4 premières courses est désastreux. Senna n'a pas eu le temps d'inscrire le moindre point et Damon Hill était dominé par le Brésilien. Cela dit, le fils de Graham a ouvert son compteur. 2ème à Interlagos, il a sauvé la 6ème place à Imola, mais à Monaco, il s'est raté au départ et a renoncé au premier tour. Et le positif est difficile à trouver. Certes, Senna est parvenu à prendre 3 pole positions en 3 courses, mais c'est Senna et on connaît ses qualités dans l'exercice du tour rapide. La fenêtre d'exploitation de la FW16 est particulièrement étroite, et est-ce que Damon est capable d'y rentrer? Pas sûr, mais malgré tous ces points noirs, chez Williams, on n'a pas encore baissé les bras. Patrick Head, Adrian Newey et toute l'équipe technique travaillent d'arrache-pied pour solutionner les défauts de comportement de cette auto, et à Barcelone, quelques évolutions apparaissent sur la FW16. En l'absence du Brésilien, Damon doit se transcender, et cette situation, aussi triste soit-elle, est peut-être le coup de pied dont le fils Hill avait besoin. Une occasion à saisir. Le vendredi matin est particulièrement morose à Barcelone, avec seulement 9 voitures en piste. Les discussions concernant l'avenir immédiat de la Formule 1 prennent trop de place, et au final, la première séance de qualification fait office d'essai pour la plupart. Mais le samedi matin, un nouvel accident terrible se produit. Au volant de sa Steamtech Ford, Andrea Montermini, disputant son premier week-end de Grand Prix, attaque. Mais dans le dernier virage, il sort trop large et perd le contrôle de sa voiture qui vient frapper de plein fouet le mur extérieur. Un choc très violent qui arrache l'avant de sa voiture. La série noire se poursuit et une nouvelle fois, le professeur Sid Watkins intervient. Dans son cockpit, Andrea souffre, ses pieds sont à l'air. Extrait par les équipes médicales, il est évacué sur civière, puis par ambulance à l'hôpital de Catalogne à Barcelone. Et heureusement, le bilan est très restreint. Seulement quelques fractures au talon gauche, c'est tout. Mais bon, l'Italien est forfait et Simtech doit reconstruire une nouvelle voiture. Je n'imagine pas la détresse dans le garage au moment de l'accident.
Durant les qualifications, on note également la mésaventure de Gachot qui percute la chicane du GPDA. Démonstration par l'exemple. Mais heureusement, à Barcelone, le sportif reprend un peu d'intérêt et au terme des qualifications, Michael Schumacher prend la deuxième position de sa carrière et Damon Hill, bien qu'à 6 dixièmes, se place en embuscade. Mika Häkkinen confirme sa bonne forme avec une nouvelle grande qualification et un surprenant JJ Leto réalise sa plus belle prestation sur un tour. Barrichello fait oublier son mauvais week-end de Monaco et devance même Jean Alesi et Gerhard Berger. Brundle est 8ème devant le débutant Coulthard qui prend ses marques. Suivent les deux Tyrrell de Katayama et Blundell quand Frentzen se classe 12ème devant le revenant Irvine. Alboreto est de nouveau bien qualifié avec le 14e temps devant son compatriote Morbidelli. Les Delarousse de Comas et Beretta lui emboîtent le pas devant Martini et les deux Ligier de Panis et Bernard. Dur pour les Bleus, mais encore plus dur pour les nouvelles Lotus, seulement 22e et 23e derrière Fittipaldi. Elle devance seulement la Simtek de Brabham et les Pacifiques de Bertrand Gachot et Paul Belmondo. Montermini n'a pu améliorer sa marque avant l'accident. Place au Grand Prix. In Tyrrell, twice in the points already this year. Well, the Tyrrell team is knocking on the doors of the big ones. Yes, things are getting better. We've got very good engines. We've got two drivers who are looking good, and Harvey's built us a good car. So we look forward to some better results this year. Yeah, I think starting on the top 6, you can have a lot more chance to finish on the top 6, and even I don't know, who knows, top 3 again. Yeah, a little bit smiley now, finally. This is what you've been looking for, eh? Well, still Michael is too much ahead of me, But I don't want to let him mix me anymore. I mean, in the beginning, I was really trying hard, just to follow Michael, and it seems to be that he's driving completely different way. So I just have to find my own way to drive the car and find the own setups. And we were working a lot this morning to improve the car with the setups, and we got it much better for the afternoon. Your best podium finish is a third in Imola. This is your best qualifying. Yeah, this is the best by far. Décidément, JJ Leto est en forme à Barcelone car le Finlandais prend le meilleur temps du warm-up. En ce dimanche, il fait beau en Catalogne et 50 000 personnes sont massées sur la butte Montmelo. Les stratégies sont sur toutes les lèvres. Entre 2 et 3 arrêts, la grille se divise. Michael Schumacher est concentré sous le regard de Willy Weber et compte bien décrocher une 5e victoire de rang. Durant le tour de formation, une voiture est déjà éliminée en la personne d'Olivier Beretta qui casse son moteur. La déception est visible sur le monégasque. Le Grand Prix d'Espagne est lancé et Damon Hill manque son envol, menacé par Mika Häkkinen et Jean Alesi qu'il parvient de justesse à contenir au premier freinage. En revanche, Leto a perdu une position. Dès les premiers mètres de course, Schumacher attaque pour décrocher ses adversaires. 4 voitures différentes aux 4 premières places, on apprécie la diversité. Schumacher boucle le premier tour en tête devant Hill, Häkkinen, Alesi, Leto, Coulthard, Barrichello et Brundle. Déjà, l'Allemand compte de précieux mètres d'avance. Notons les excellents départs de Coulthard, justement, et de Irvine. En 8e place, Brundle menace déjà la Jordan de Barrichello, mais sur ce tracé catalan, pas facile de doubler. Quant à Schumacher, il confirme la suprématie de la Benetton en prenant les meilleurs tours en course. Il roule 1 seconde au tour plus vite que Damon Hill et Mika Häkkinen roue dans roue. Est-ce la Williams qui plafonne ou la McLaren qui performe ? Derrière, en revanche, Alesi fait le bouchon et ce tracé met en avant les manques de la Ferrari. Un 5e podium consécutif pour les rouges semble bien difficile, mais la course est longue et les premiers arrêts se passent avec notamment Häkkinen qui ouvre le bal, imité par Coulthard. Probablement une stratégie à 3 arrêts pour les deux hommes, mais l'arrêt de l'Écossais se passe mal. Problème d'accélérateur.
1 minute de perdu. Premier Grand Prix condamné. En piste, allez-y, Leto ne se lâche plus alors que Katayama doit renoncer sur casse-moteur. Revenons à la bataille entre la Ferrari et la Benetton, et l'Avignonnais a enfin un peu d'air quand son rival entre au stand. Les arrêts sont au centre de l'attention et Damon Hill opère son premier sans encombre. Mais il ressort derrière Häkkinen, ce qui tend à confirmer le décalage stratégique. Voilà qui donne de l'incertitude. Puis, coup de théâtre dans ce Grand Prix d'Espagne. La boîte de vitesse de Schumacher a des soucis et se bloque sur le 5e rapport. C'est très contraignant et l'Allemand entre au stand pour son premier arrêt. Malgré tout, il parvient à redémarrer, mais avec 40 tours restants, on se demande comment Michael va tenir. Il ressort en 3e position et c'est donc une occasion pour Häkkinen ou Hill de s'imposer et de stopper la domination Benetton. Mais Schumacher ne renonce pas. Dédoublé par les retardataires, il doit s'habituer à ces nouveaux paramètres. Direction plus lourde, frein moteur complètement différent, reprise moins nerveuse, c'est un tout autre style de pilotage et sa tâche s'annonce bien difficile. Il faut se cracher dans les mains et faire parler son talent. En tête, c'est donc Mika Häkkinen. Le surprenant finlandais confirme son talent depuis son arrivée à Woking et il pourrait leur offrir une 105e victoire en Grand Prix. Mais là aussi, la route est longue et Damon Hill n'est pas loin. Puis, sur une stratégie à 3 arrêts, le Finlandais doit attaquer pour faire la différence sur la Williams. Heureusement pour lui, Damon est retardé par Pierluigi Martini qui ignore complètement les drapeaux bleus et fait perdre donc beaucoup de temps au leader de la course. Quant à son équipier, ça s'arrête là. Même sort pour Gachot dont l'attache de l'aileron arrière a cédé. Quant à Schumacher, l'Allemand étonne. Non seulement il est encore en course, mais surtout, il s'habitue à cette Benetton aux allures de groupe C. Car avec ce couple et ce comportement, Michael retrouve justement les sensations de l'AC11 de 90 et 91. Une ressource essentielle pour lui qui est en train de réaliser une véritable prouesse. Il est encore sur le podium et ne compte que 10 secondes de retard sur Hill. Au 41e tour, Damon passe au stand et laisse donc les commandes à l'Allemand. C'est un moment important du Grand Prix car Häkkinen reprend l'avantage sur la Williams. Environ 20 secondes d'écart, ça peut clairement suffire pour McLaren. Le verdict après son 3e arrêt et Sharon Dennis, on est prêt à accueillir le Finlandais. Dans le même temps, Michael observe son dernier arrêt et ressort, sans caler, devant la McLaren. Mika va donc devoir se défaire de 2 voitures en 20 tours s'il veut remporter sa première victoire en Grand Prix. Également, la première pour Peugeot. C'est l'heure d'attaquer et le rugissement de la McLaren se fait entendre. Damon, lui, doit gérer l'écart. Première cible pour Häkkinen, son vieux rival Schumacher, et il revient fort. Mais dans le 49e tour, les espoirs de McLaren, de Peugeot et d'Häkkinen partent en fumée. Le moteur français explose dans le virage 3 et le Finlandais gare sa voiture dans l'herbe. Terrible désillusion. Mika devra attendre. Mais cet abandon est une aubaine pour Schumacher et Damon Hill, sans oublier JJ Leto qui grimpe provisoirement sur le podium. Mais le sort s'acharne sur la Finlande en ce 29 mai 1994, car JJ doit également renoncer sur casse-moteur. Terrible. Donc, c'est Martin Brundle qui récupère la 3e place, mais quelques boucles plus tard, l'Anglais connaît le même sort que son équipier. Alors, qui lui succède à la 3e place ?
Non pas Alesi en difficulté avec sa Ferrari, non pas Barrichello qui a abandonné à la mi-course, mais un surprenant Mark Blundell sur sa Tyrrell. Clairement, Harvey Postlethwaite a fait des miracles en revenant chez l'oncle Ken, qui est en passe de retrouver le chemin du podium. Devant, Damon Hill boucle le 65e et dernier tour de course et redonne un peu de baume au cœur à l'écurie Williams meurtrie par ce début de saison. La 4e victoire de sa carrière pour l'Anglais, qui redore au passage son blason. Dans le clan anglais, on ne pouvait rien espérer de mieux, et c'est un soulagement considérable. Deuxième après 40 tours coincés sur le 5e rapport, Michael Schumacher prend la 2e place, l'une de ses prestations les plus mémorables. Et enfin, 3e, Mark Blundell offre à Tyrrell le 77e podium de son histoire, le premier depuis le Canada 1991 et Stefano Modena. Un miracle pour cette écurie en déclin depuis des années. 4e, on retrouve Jean Alesi devant Martini qui offre 2 points de plus à Minardi. Irvine signe son retour avec la 6e position, son 2e point en carrière. En descendant de voiture, l'attitude de Damon Hill trahit une grande satisfaction et salue son rival Schumacher. Et tous deux sont surpris de voir que c'est une Tyrrell qui se joint à eux. De son côté, sur le muret des stands, Adrian Newey fond en larmes. Témoignage du poids qui pèse sur Williams depuis Imola. I don't think I've ever known such a difficult month or so. This race was very important to do well, and to win was better. To be honest, was better than I expected to do. Michael put up as usual, and as to be expected, a tough fight. But this victory must go to everyone at Williams, who have been through terrible times, and also to all the fans of Ayrton Senna who I met in Brazil, who said to me that they would be very pleased to see the Williams team do well. And so to everyone, thank you very much. Car was running perfect in the beginning, could open a gap quite easy, and then suddenly wanted to shift into different gears, and it didn't want to do what I asked it to do. I don't know actually what really happened. I just know that I finished then going in 5th gear, and then everything stopped. I went straight in the pits, asked them if they could do anything to the car, but we were not able to do anything. We just changed tyres and tried to finish the race. Very happy. I mean, it's been a tough year for me so far, and for the team, because I put a lot of work in. It's great. Tyrrell Yamaha, 3rd position. First podium for Yamaha. Scored the first point from back in '91, so that's good. And it's lovely. It's lovely to be back here again. I had it twice last year, and it's nice to come back. Bah oui, je crois que bon, j'ai eu un peu plus de chance peut-être que lui, mais bon, je suis content d'être encore à l'arrivée, d'être 7e. J'aurais préféré être 6e, mais j'espère que ce sera pour une prochaine fois. 7e, c'est la mauvaise place parce qu'on n'a pas de points, mais enfin c'est quand même bien. Oui, non, je crois que c'est bien quand même pour toute l'équipe qui fait du travail malgré tout fantastique, et maintenant ça va s'améliorer, et j'espère qu'on sera plus devant tous les deux. Bah, ça a été un petit peu dur pour moi, j'ai crevé de suite au début de la course, donc j'ai été obligé de faire un stop pour changer de pneus parce que j'étais crevé et c'était inconduisible, et donc j'ai perdu énormément de temps, et après j'ai fait une course la plus prudente possible pour essayer de rallier l'arrivée. J'ai doublé 2-3 voitures, mais bon, après il y avait Olivier qui était devant moi, mais il avait pris beaucoup d'avance sur le stop et c'était impossible d'aller le chercher, donc j'ai préféré lâcher le pied et assurer un résultat à la fin de la course. Jean, ça a été une course extrêmement difficile. Oui, là je veux dire, j'étais à 2 doigts de m'arrêter parce qu'il y a des limites à tout, là moi je peux plus conduire comme ça. On a souffert en fait depuis le début du week-end. C'était sûrement dans le contexte actuel le circuit le plus difficile de la saison pour nous. Mais je crois qu'on s'y attendait, il n'y avait aucune raison que ça aille mieux. La seule chose qu'on voulait, c'était arriver au bout. Donc on est arrivé uniquement grâce à Jean qui a fait une course très courageuse, comme d'habitude. Et on prend 3 points pour le championnat du monde, donc ce n'est pas négligeable, mais enfin on fait très bien que c'est pas ce qui va nous permettre de gagner des courses, et on travaille parallèlement à ça pour avoir une voiture capable de nous permettre de gagner des courses bientôt. Bien sûr, Senna est dans de nombreuses pensées lorsque Damon monte sur le podium. Si ses performances de 93 parlent pour lui,
Le fils Hill semble cultiver le doute autour de lui et semble sans cesse devoir faire ses preuves. Une nouvelle fois, il a répondu présent et avec cette victoire, il surprend beaucoup de monde. Patrick Faure et Frank Williams félicitent leur nouveau leader et cette victoire libératrice sonne la charge face à Schumacher et Benetton. Aussi bien Williams que Renault Sport avaient besoin de cette victoire. On avait besoin pour effacer, pas effacer parce que personne ne l'oubliera jamais, mais il fallait regagner pour donner l'électrochoc à toute cette équipe qui vraiment dédie celle de la victoire à Ayrton Senna. Vous savez, c'est pas la joie de gagner qui le fait oublier. Et je crois que tout ce qu'on voudrait faire cette année, c'est gagner au moins un des 2 titres pour le lui dédier à la fin de la saison. Au championnat, l'Allemand et Enstone ont encore beaucoup de marge avec 29 points côté pilote. Mais pour revenir, ça se fera pas à pas et reprendre la 2e position est une première étape pour Damon qui devance donc les 2 Ferrari. Alesi prend la 4e place à Barrichello. Côté constructeur, ce sont bien les rouges qui font office de dauphin de Benetton avec 21 points de retard. Williams remonte au 3e rang et Jordan reprend 1 point de marge sur McLaren. Quant à Tyrrell Yamaha, cette 6e place est bien méritée. Benetton et Schumacher ne peuvent que constater le retour de Williams, mais pour le moment, pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Michael Schumacher était en train de tuer la course avant que sa boîte de vitesse ne s'en mêle les pignons, et à défaut de prendre 10 points et une 5e victoire de rang, il a réalisé un véritable exploit et une démonstration de pilotage qui a de quoi inquiéter ses adversaires. L'Allemand est déterminé et très talentueux. Oui, il avait seulement la 5e après les 18e tours et je pense que c'était la plus belle et incroyable course qu'il a jamais fait parce qu'avec seulement la 5e, on avait un problème hydraulique, c'était impossible à lever. Il a fait une course fantastique, il est fini 2e, je suis content en plus pour Williams qui après tous les problèmes qu'il a vu, il a gagné ici, très très content pour Williams, très très content pour Benetton et sûrement Leto qui a vu des malheurs encore une fois, il a vu des problèmes pour le moteur, on n'a jamais vu de problème les dernières courses et il va passer. En revanche, chez McLaren, ça fait mal. Häkkinen pouvait légitimement prétendre à sa première victoire en Grand Prix, même s'il restait un bel écart à combler sur Damon Hill. Mais encore une fois, la fiabilité en a décidé autrement, mais Jean-Pierre Jabouille arrondit les angles et assure que ce ne sont pas les moteurs qui ont lâché. Oui, c'est vrai, tout part en fumée, mais nous, depuis une quinzaine de tours, on savait que ça allait malheureusement se terminer comme ça, parce que c'est déclaré sur la voiture de Mika une fuite d'eau, et on a vu l'élévation de température progressive, mais chaque tour. Et donc il y avait le choix ou d'arrêter la voiture ou de se dire ça peut peut-être aller jusqu'au bout. Donc ça s'est terminé, je veux dire, une suite logique des choses. Mais d'un autre côté, on est assez satisfait parce que sur le plan de la performance, on se rapproche et ça c'est intéressant. Quant à Tyrrell, ce podium réjouit tout le monde. La 022 est une bonne voiture, saine et équilibrée, et le V10 Yamaha est puissant même si la fiabilité est toujours son talon d'Achille. Mais en ce Grand Prix d'Espagne, le motoriste nippon a pris son premier podium en F1. Après cette course, le sportif semble reprendre un petit peu d'importance, mais les futures échéances quant à la sécurité font beaucoup parler. La F1 est en pleine mutation et l'été ne sera pas de tout repos, bien au contraire. La suite s'écrit au Canada, mais ça, c'est pour le prochain épisode.